Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la législature pour nous prononcer sur le sort des pétitions déposées en ligne et renvoyées à la Commission des lois après la première réunion qui s'est tenue le 5 avril dernier. Le bureau de la Commission a décidé que les pétitions qui n'atteignent pas les 5000 signatures au bout de 6 mois sont classées d'office. Et pour celles qui dépassent ce seuil de 5000 signatures au bout de 6 mois, elles justifient que nous procédions à un exercice de leur examen tous les 6 mois. Je rappelle qu'il nous appartient, en application de l'article 148 du règlement, de décider soit de les classer, soit d'examiner les pétitions, ce qui passerait par la désignation d'un rapporteur spécifique pour chacune d'entre elles. Et nous allons décider sur le rapport de Madame Caroline Yadan, qui m'a rejoint et qui se trouve à ma gauche, les suites à donner aux 4 pétitions renvoyées à notre commission, c'est-à-dire celles qui ont dépassé, lors des 6 derniers mois, donc depuis le mois d'avril dernier, le seuil de 5000 signatures. Nous allons commencer par la pétition intitulée « Pétition pour la dissolution de la Bravem ». Madame la rapporteure, vous avez la parole. Ensuite, les interventions des députés dureront maximum 2 minutes. Une réponse du rapporteur sera apportée avant le vote qui surviendra. Madame la rapporteure. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Les articles 147 à 151 de notre règlement permettent à nos concitoyens d'appeler l'attention du Parlement au travers d'une pétition sur une évolution souhaitable du droit ou sur un sujet particulier. Comme vous le savez, une procédure d'examen des pétitions, entrée en vigueur le 1er septembre 2019, prévoit notamment le renvoi direct des pétitions suivant leur objet à chaque commission compétente qui peut décider soit de les classer, soit de les examiner. Je précise que le bureau de la Commission des lois a décidé le 5 juillet 2022 que notre commission se saisirait des seules pétitions ayant recueilli plus de 5000 signataires en l'espace de 6 mois et que les pétitions qui n'auraient pas atteint ce seuil dans ce délai seraient classées d'office. Depuis notre réunion du 5 avril dernier, parmi les 437 pétitions enregistrées à l'Assemblée, 136 relèvent de notre commission. Je vous rappelle que lors de cette réunion, il avait été indiqué que 85 pétitions avaient été classées d'office, faute d'avoir atteint le seuil de 5000 signataires en 6 mois, et nous avions décidé de classer 3 pétitions ayant dépassé ce seuil. 2 de ces pétitions portaient sur la Bravem, tandis que la 3e portait sur le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Aujourd'hui, 4 nouvelles pétitions ont franchi le seuil des 5000 signatures. Une pétition concernant à nouveau la Bravem, une 2e pétition sur le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, modifiée suite à notre réunion du 5 avril dernier, et enfin 2 autres pétitions portant sur la destitution du président de la République. Je présenterai donc ces 4 pétitions avant de vous faire part de mes propositions de réponse. La première pétition. Donc la première pétition discutée ce matin est strictement identique à la pétition numéro 1319 du 23 mars 2023 qui a été classée par la Commission des lois le 5 avril dernier. Cette pétition demande à nouveau la suppression des brigades de répression de l'action violente motorisée, mieux connues sous le sigle de Bravem. Les Bravem seraient responsables, selon elle, de nombreuses exactions dans le cadre d'un emploi disproportionné et arbitraire de la force. Elle reproche à ces brigades, qui seraient devenues, je cite, un symbole de la violence policière, de tendre le climat social et de porter une atteinte excessive à la liberté de manifester par des méthodes contraires aux dispositions du schéma national du maintien de l'ordre et qui évoqueraient le temps, je cite toujours, des voltigeurs, unités motorisées mises en place après les événements de mai 1968, puis dissoute en 1986 après la mort de Malik Oussekine lors d'une manifestation étudiante. Nous l'avons dit, le contenu de cette pétition est identique au mot près à celui de la pétition numéro 1319, laquelle a déjà fait l'objet d'un débat et d'une décision de classement par la Commission des lois. En conséquence, et en l'absence de changement de circonstances survenus depuis cette date concernant la Bravem, je vous propose, chers collègues, de classer cette pétition. Merci Madame la rapporteure. Alors j'ai plusieurs inscrits. Je rappelle que la durée d'expression est de 2 minutes. Monsieur Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je crois
la parole pour Allez-y. exprimer une certaine Attendez. inquiétude. Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro? C'est bon. Merci. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour exprimer une certaine inquiétude face à la présente pétition qui vise à dissoudre la brigade de répression de l'action violente motorisée, plus communément appelée Bravem. Au Rassemblement national, nous avons toujours été du côté de nos forces de l'ordre, non par simple alignement idéologique, mais parce que nous sommes conscients du rôle vital qu'elles jouent au sein de notre société. Elles sont le rempart qui protège chaque Français, chaque famille, chaque enfant des menaces et des violences qui peuvent surgir. Dissoudre la Bravem, c'est affaiblir ce rempart, c'est envoyer un message aux criminels que notre société ne se défendra pas avec toute la vigueur nécessaire. La Bravem a été créée pour répondre à des formes spécifiques de violence et sa dissolution serait une grave erreur. Il est essentiel de comprendre que derrière cette pétition se cache une logique qui pourrait s'étendre bien au-delà de la Bravem. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont visés, mais demain, ce sera peut-être la brigade anticriminalité et après-demain, toute la police nationale, voire même la police municipale, pourquoi pas. Où s'arrêtera cette volonté de démantèlement de nos forces de sécurité? Il faut être sérieux. Nous, au Rassemblement national, nous sommes profondément attachés à nos forces de l'ordre. Nous savons, comme la majorité des Français, que nous pouvons compter sur elles en toutes circonstances. Elles méritent notre soutien inconditionnel et non pas une remise en question constante de leur légitimité et de leur utilité. Le groupe RN tient à rappeler que chaque fois qu'un policier ou un gendarme se lève le matin pour aller servir son pays, il met sa vie en danger. C'est un acte de dévouement et de courage que nous devons saluer. Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. Pétition similaire dont on a déjà débattu il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 6 mois. Donc, je me permets d'en sourire rapidement, parce que je me pose la question de cette utilité, étant donné qu'on a eu ce débat sur la Bravem, justement, il y a 6 mois. Certes, on peut comprendre qu'il y ait des pétitions sur le site de l'Assemblée, on peut comprendre beaucoup de choses, mais il y a quand même la question qui se pose sur l'utilité de nos débats de ce matin, autour, par exemple, de la Bravem. Je rappelle que, comme tous les corps de police, ils sont sous responsabilité du ministre de l'Intérieur et de l'IGPN, que notre travail, c'est quand même de, nous, parlementaires, et surtout au sein de la Commission des lois, par nos différentes auditions du ministre de l'Intérieur et de la chef de l'IGPN, comme on l'a fait au mois de juillet, de vérifier si justement il y a des dérives ou non, s'il y a des problèmes ou non. Et jusqu'à maintenant, toutes nos auditions ont démontré qu'il n'y avait pas de risque particulier concernant la Bravem. Et il y a ces vrais débats que nous avons, nous, en interne ici, qui est notre rôle au Parlement de pouvoir justement contrôler l'action publique et l'action du gouvernement, ce que nous faisons. Et cette pétition aujourd'hui, je peux comprendre que, d'après certains manifestants, qui ne se posent pas la question de savoir pourquoi la Bravem a été montée. Elle a été montée justement pour une action rapide, parce qu'à Paris, on a des vrais débordements, et quand on brûle la moitié de la capitale, on a besoin d'actions rapides des agents de police. Et l'invention de la Bravem a servi à ça. Donc si demain on nous démontre que la Bravem a commis des méfaits graves, et que l'organisation de la Bravem ne doit pas exister parce que justement elle est en atteinte des valeurs de la République et de la Constitution, nous ferons nous-mêmes le travail de pression auprès du ministre de l'Intérieur et de l'IGPN pour faire arrêter cette organisation au sein de la police. Je veux juste qu'on soit dans la confiance et de rappeler que c'est au Parlement de prendre ces décisions-là et que passer par la pétition pour démanteler une partie de la police, c'est un risque hyper dangereux pour la Ve République. Monsieur Thomas Porte. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on revient sur une pétition qui était déjà arrivée devant cette commission, mais si elle revient, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réponse apportée et que la première, quand même, qui avait été signée par plus de 200 000 citoyens, a été enterrée par cette commission. Ça, c'était le premier sujet. Je vous invite à lire ce qu'a dit le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, hier, qui s'alerte sur le nombre important de blessés et de violences policières dans le cadre du maintien de l'ordre. Et la Bravem s'est illustrée, malheureusement, lors des mobilisations contre la réforme des retraites, par un certain nombre de violences et de comportements inacceptables. J'entends qu'il faut une force qui puisse intervenir de manière rapide
sur certains incidents, et personne ne remet en cause le fait qu'il faut des forces de police qui puissent agir dans des moments compliqués. Simplement, la Bravem, c'est illustré par des passages à tabac de manifestants, par des choses qui sont documentées. Je relis les propos tenus par des policiers de la Bravem. Je peux te dire qu'on a cassé des coudes et des gueules, mais toi, je t'aurais bien pété les jambes. La prochaine fois qu'on vient, tu ne monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Il y a eu des propos racistes, il y a eu des menaces. Donc on sait que cette unité-là, elle est violente. Et le rapport très documenté de la Ligue des droits de l'homme, évidemment, je sais combien la Ligue des droits de l'homme aimerait être dissoute par certains, mais la Ligue des droits de l'homme a livré un rapport très circonstancié sur le comportement de la Bravem, sur les fonctionnaires de police de la Bravem, sur leur utilisation de la violence. Donc nous, on considère qu'il faut avoir un débat à la fois sur ce qu'est le schéma du maintien de l'ordre, ce qu'est la Bravem, et comment demain on peut avoir une police qui soit véritablement républicaine, qui protège celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le pays, et qui ne se comporte pas comme des policiers violents. Monsieur Xavier Breton. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, pour dire qu'effectivement, je crois que les conclusions de la rapporteure, on peut les suivre. Il faut faire attention à quel signal nous enverrions si effectivement nous donnions suite à cette demande, qu'elle puisse s'exprimer, c'est normal. Mais je crois qu'il faut à la fois tenir compte des nouvelles formes de violence qu'il y a dans la société, les nouveaux formats également, nouvelles formes de manifestation avec des violences qui nécessitent une adaptation des moyens. Après, ça n'empêche le contrôle. Et le contrôle, il existe, soit en interne avec des missions d'inspection, soit il y a la possibilité aussi de recours judiciaire, mais sinon le contrôle politique, on le fait aussi ici. Et je crois qu'effectivement, on n'a pas besoin de donner suite à cette pétition pour pouvoir le faire du mieux possible. Madame Landine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, nous vous remercions pour votre exposé, qui est effectivement similaire à celui qu'on a eu il y a quelques mois. Et à l'instar de la précédente pétition d'avril dernier, nous voterons également pour son classement. En effet, il ne nous paraît pas raisonnable de jeter l'opprobre sur des femmes et des hommes qui sont mus par un seul impératif, qui n'est pas celui de limiter, mais bien de garantir la liberté de manifester et la liberté de manifester sans trouble à l'ordre public. Je tiens d'ailleurs à cet égard à saluer l'engagement et le professionnalisme de nos forces de l'ordre. Mais naturellement, dans l'éventualité où un manquement déontologique serait advenu, notre groupe entend également réaffirmer sa confiance à l'endroit des corps institués et de nos institutions judiciaires dûment habilitées à sanctionner ces faits s'ils étaient avérés. Et pour ces raisons, et parce que la présente pétition poursuit des objectifs exactement similaires à ceux présentés en avril dernier, nous voterons bien évidemment pour son classement. Je vous remercie. Monsieur Didier Lemaire. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers et chers collègues, il nous est à nouveau demandé de décider du sort d'une pétition demandant la dissolution de la Bravem. Je crois important de rappeler les origines de création de cette brigade. Permettre aux policiers d'être plus mobiles et réactifs dans des manifestations le plus souvent non déclarées, éparses et de plus en plus violentes, et ce, dans des villes où la circulation est dense, comme à Paris notamment. Dans ce contexte de violence et de conflictualisation de notre société, la question de la politique du maintien de l'ordre est centrale, et cette pétition visant à dissoudre la Bravem nous interroge à deux titres. D'une part, parce que nous estimons qu'il revient au ministre de l'Intérieur, compte tenu des informations et des moyens dont il dispose, de décider, dans le cadre du schéma national du maintien de l'ordre validé par le Conseil d'État, de prendre les décisions qui s'imposent en matière d'organisation du maintien de l'ordre. D'autre part, dans le contexte de manifestations illégales menées par des extrêmes et des casseurs, dont le tracé n'a pas été déterminé et déclaré en préfecture, le groupe Horizon est convaincu de la nécessité pour l'État de se doter de forces mobiles pouvant réagir vite et se déplacer rapidement d'un point à l'autre. Je tiens également à rappeler que, contrairement à ce que la pétition allègue, les Bravem ne peuvent procéder à des interpellations, à des charges ou à des tirs depuis leur véhicule, comme cela était possible pour les pelotons de voltigeurs motorisés créés en 1969. Si nous déplorons le comportement non déontologique de certains policiers et gendarmes dans le cadre de l'hypertension de certaines manifestations, ces comportements individuels ne sauraient jeter l'opprobre sur la profession tout entière. Le groupe Horizon et apparentés souhaite donc que cette pétition soit classée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roger Vico.
Très rapidement, Monsieur le Président, merci. En quelques mots, nous voterons pour le classement également de cette pétition pour deux types de raisons, une raison de fond et une raison de forme. La raison de fond, c'est que pas plus que nous ne pensons que toute la police est raciste ou que toute la police se livre à des exactions de manière systémique, permanente et presque intrinsèque, nous ne pensons pas non plus que tous les policiers de la Bravem doivent porter sur leurs épaules les dérives de quelques-uns. Et nous portons en revanche l'absolue nécessité de poursuivre jusqu'au bout les quelques policiers, quelles que soient leurs unités, qui se rendent coupables d'exactions. Ça, c'est la raison de fond. Et la raison de forme, c'est que la Bravem ne peut pas être dissoute. Et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ici à plusieurs reprises, notamment lors de la première pétition il y a quelques mois. La Bravem n'est pas une unité officiellement constituée. La Bravem est le regroupement ponctuel, dans des cas particuliers et notamment de manifestations, de policiers qui sont pris dans d'autres unités pour constituer à un moment donné une unité qui n'existe pas officiellement et qui est amenée à intervenir ponctuellement dans des manifestations, notamment les manifestations violentes. Et le ministre de l'Intérieur s'en est exprimé. Alors, vous verrez là assez rarement prendre la défense du ministre de l'Intérieur, l'actuel en tout cas, mais tout peut changer. Mais effectivement, on ne peut pas officiellement dissoudre la Bravem, car la Bravem n'est pas officiellement constituée en tant qu'unité. Madame Pascale Borde. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons pour le classement de cette pétition, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est faite de nuances, oserais-je dire, de nuances typiquement gauchistes. Ce n'est plus un florilège, c'est un festival, rien ne manque. Nous démarrons par un classique, la répression policière s'abat sur notre pays, suivi par un « le pays étouffe de témoignages d'exactions violentes et brutales commises par ces brigades motorisées à l'encontre de manifestants ». Le décor est planté. D'un côté, les méchants représentants des forces de l'ordre, de l'autre, les gentils manifestants. À peine deux phrases. À peine deux phrases. Et nous sommes déjà dans le monde de la pensée binaire ou pensée dogmatique. Pire, les auteurs de ce brûlot affirment que ce serait l'action de la Bravem qui participerait de l'augmentation des tensions, oubliant ainsi le contexte de manifestations interdites menées par des extrémistes et des casseurs venus uniquement pour détruire, casser, brûler, blesser, si possible, des représentants des forces de l'ordre. C'est le petit bonus pour eux. Ce sont précisément ces images d'un pays livré aux mains de casseurs et de pilleurs qui ont fait le tour du monde et qui ont entaché une fois encore et pour longtemps l'image de notre pays. Vous demandez la dissolution de la Bravem afin de stopper le massacre. Mais de quel massacre parlez-vous? De celui de notre pays que vos amis, les pilleurs, casseurs, voleurs, agresseurs ont tenté de mettre à genoux? De celui des finances de nos concitoyens qui vont devoir payer l'addition, qui se monte en millions d'euros à la suite de tous ces pillages et de toutes ces destructions? À moins que vous ne parliez de ces centaines d'hommes et de femmes admirables qui ont été blessés et qui tous les jours se lèvent pour aller travailler pour un salaire à peine supérieur au SMIC et qui ne sont pas certains de rentrer en vie à la fin de la journée de travail. Cette pétition est une injure à la bravoure et au courage de ces hommes et de ces femmes. Monsieur Antoine Léaumont. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais compte tenu des propos de notre collègue du Rassemblement national, il me semble indispensable d'y répondre. Bien sûr que vouloir dissoudre la Bravem, c'est dire que nous souhaitons qu'il n'y ait pas un groupe qui puisse commettre des actions violentes en portant l'uniforme de police. Parce que notre vision à nous du maintien de l'ordre, c'est une vision qui protège à la fois les personnes et les biens, mais qui ne peut en aucun cas aller frapper, molester des personnes, puisque c'est ce que nous dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à son article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. C'est précisément ce que nous souhaitons, nous. Et je dois dire que les propos de notre collègue du Rassemblement national sont tellement caricaturaux qu'ils m'obligent à vous dire que ceux qui cassent, pillent et détruisent, ce sont ceux qui sont au pouvoir, puisque nous avons eu très récemment une réforme de la retraite qui l'a fait passer à 64 ans et qui pille, détruit le système social de notre pays. Voilà les responsables d'une violence sociale contre le peuple qui s'exerce d'une manière qui me semble devoir être contestée.
dire que les personnes qui ont manifesté contre cette réforme des retraites sont des casseurs, des pilleurs et des violents, c'est faire une insulte aux 3,5 millions de personnes qui ont été rassemblées au plus fort moment de ces manifestations. Bien évidemment que l'essentiel des gens qui manifestaient dans ces manifestations étaient des gens qui défendaient justement le droit à la retraite et la République sociale telle que nous la concevons, nous. Donc, en attaquant l'ensemble des manifestants, vous faites une insulte à celles et ceux qui se sont battus contre cette réforme des retraites. Mais il est vrai qu'on ne vous a pas vu beaucoup dans l'hémicycle sur ce sujet-là. Bien, donc avant de donner la parole à la rapporteure, je rappelle que pour dénoncer une caricature, on n'est pas obligé d'en entretenir une autre, monsieur Léaumont. Madame la rapporteure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, pour répondre en quelques mots à mes collègues, alors je remercie ceux qui se sont prononcés effectivement pour le classement de cette pétition, en relevant notamment qu'il y avait une véritable utilité à cette Bravem, et d'ailleurs Monsieur Mendes relève également en revanche qu'il n'y a pas d'utilité réelle de ce débat qui a déjà eu lieu, et donc que démanteler une partie de la police constituerait un danger. Pour répondre à Monsieur Xavier Breton, oui, des contrôles existent. Effectivement, vous l'avez relevé, et les missions d'inspection sont tout à fait possibles lorsqu'on assiste à des débordements. Monsieur Thomas Porte, vous parlez de passage à tabac dans les manifestants, de violence sur les manifestants. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les manifestants et les émeutiers. Il ne faut pas faire d'amalgame, et la violence des émeutiers qui d'ailleurs ont érigé en devise de leur sédition le slogan que vous aimez à rappeler, la police tue. Je pense que les émeutiers ont parfaitement, il est parfaitement légitime de les arrêter grâce à Bravem, je rappelle, qui a quand même cette fonctionnalité première de pouvoir se faufiler, et donc c'est très utile notamment à Paris, en moto, et contrairement aux voltigeurs, ce ne sont pas comparables aux voltigeurs, puisque les voltigeurs intervenaient en moto tout au long de leur intervention, tandis que la Bravem pose leur moto et interviennent ensuite à pied. Et puis, je relèverai aussi par rapport à l'intervention de Monsieur Léaumont, que, eh bien, évidemment que la République et évidemment que notre Assemblée ne cautionne pas la force en dehors du cadre légal. Et je vous rappellerai aussi que Agnès Thibault-Lecuivre, qui est patronne de l'IGPN, a précisé que des enquêtes avaient été ouvertes. Je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit, et que s'il y a des débordements qui sont constatés et des fautes qui sont constatées par des forces de police, quelles qu'elles soient, eh bien, des enquêtes sont ouvertes. Eh bien, ces enquêtes donnent lieu, si besoin, à des sanctions et à une répression judiciaire. Donc je pense qu'il faut raison garder, et que plutôt que de prendre la défense de ceux qui effraient et surtout qui veulent semer la terreur et le désordre, eh bien nous pourrons peut-être commencer par défendre notre ordre républicain, qui est notre première des libertés. Et le respect de la République, je vous rappelle, c'est d'abord l'ordre républicain et la politique d'égalité pour préserver l'ordre et le progrès social. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Vous nous avez proposé de classer cette pétition. Je vais donc mettre aux voix votre avis. Approuvez-vous la décision de la rapporteure de classer la décision de dissolution? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est donc classée. Nous passons aux deux suivantes qui peuvent faire l'objet d'un examen conjoint, puisqu'elles s'intitulent, pour la première d'entre elles, pour juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée, et pour la deuxième, la destitution du président de la République française Emmanuel Macron. Madame la rapporteure, sur ce charmant projet, vous avez la parole. Alors, ce charmant projet, comme vous l'appelez, Monsieur le Président, c'est donc la pétition numéro 1559 qui a recueilli un peu plus de 7000 signatures
et qui propose de nouveau, vous l'avez rappelé, la création d'un référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC en matière de révision constitutionnelle. Ah, pardon. C'est sur la destitution, la deuxième et la troisième. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie, madame la rapporteure. C'est aussi un charmant projet. Voilà, tout à fait. C'est aussi un charmant projet. Très bien. Alors effectivement, les deux dernières pétitions discutées aujourd'hui peuvent être étudiées ensemble. Elles demandent l'une et l'autre de mettre fin au mandat de l'actuel président de la République. La première exige que l'Assemblée nationale se constitue en haute cour pour destituer le président de la République sur le fondement de l'article 68 de la Constitution. Cette pétition a recueilli un peu plus de 66 000 signatures. Sans passer par une telle procédure, la seconde pétition demande simplement au président de la République de démissionner immédiatement. Elle indique également que le président doit jouer son rôle en enquêtant sur les actions du gouvernement pour restaurer la confiance et la transparence du système politique. Elle a obtenu un peu plus de 6 000 signatures. Vous le savez, chers collègues, la décision de réunir la Haute Cour pour destituer le président de la République est une compétence exclusive du Parlement. C'est ce qui est prévu par l'article 68 de la Constitution et la loi organique du 24 novembre 2014 portant application de cet article. C'est donc à chacun des membres du Parlement qu'il appartiendrait, en son âme et conscience, et sans subir de pression, de décider la mise en accusation du président de la République. Il faut aussi rappeler que la procédure fixée par la Constitution appelle la décision de chacune des deux assemblées successivement, par scrutin public à la majorité des membres les composant. En aucun cas, l'Assemblée nationale ne pourrait donc à elle seule s'ériger en haute cour, comme le demande la pétition, puisque cette prérogative appartient au Parlement dans son ensemble. Rappelons enfin que l'article 68 de la Constitution prévoit, je cite, que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Or, la pétition demeure très vague et n'invoque aucun motif de cette nature, ni aucun fait précis pour justifier la nécessité d'engager une procédure de destitution à l'encontre de l'actuel président de la République. La procédure proposée serait donc à l'évidence contraire à la Constitution. En conséquence, et pour ces différentes raisons, je vous propose, chers collègues, de classer la première de ces deux pétitions. Je vous propose de réserver le même sort à la seconde pétition qui demande plus simplement à l'actuel président de la République de démissionner immédiatement. Cette décision, vous le comprendrez aisément, n'appartient bien sûr qu'à lui-même, principal intéressé. J'ajoute par ailleurs, en réponse à la pétition, que le Parlement, majorité et opposition confondues, remplit pleinement sa mission de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, multipliant les questions écrites et orales au gouvernement, les missions d'information et les commissions d'enquête pour faire la lumière sur tous les sujets d'intérêt public au nom du peuple français et comme notre Constitution le prévoit. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci. Donc, même fonctionnement, je donne la parole aux orateurs inscrits pour une durée maximale de 2 minutes. Monsieur Thomas Ménager, vous êtes le premier. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, si le débat démocratique doit permettre à chacun d'exprimer ses désaccords sur les décisions prises par le Président de la République, la destitution doit demeurer l'ultime recours face à des fautes graves commises par le chef de l'État. Dans leur texte, les pétitionnaires ne soumettent pas à la représentation nationale des éléments de fait circonstanciés qui permettraient à notre Assemblée et au Parlement d'apprécier l'opportunité de recourir à la procédure de l'article 68 de notre Constitution. Pourtant, chacun sait qu'au Rassemblement national, notre opposition à la politique d'Emmanuel Macron est totale. Nous dénonçons son mépris du peuple, son incapacité de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Nous attendons toujours des résultats en matière migratoire et nous déplorons l'insécurité qui gangrène de plus en plus notre pays. Depuis 2017, nous voyons l'état de la France s'aggraver, passant des rixes mortelles entre bandes aux émeutes, comme j'ai pu le constater sur mon territoire à Montargis, ou encore avec l'humiliation de la France à l'international, jusqu'à la dégradation de la qualité de vie des Français les plus pauvres, de nos retraités et de ceux qui travaillent.
Depuis 6 ans, nos compatriotes n'ont droit qu'à la politique des petits chèques, à l'effondrement de la balance commerciale de notre pays et attendent toujours la relocalisation et la réindustrialisation porteurs d'emplois. Économie, éducation, sécurité, services publics, ruralité, immigration, rien n'est géré et tout est à refaire. Réforme des retraites injuste et brutale, projet de loi plein emploi qui contient tout sauf des solutions pérennes en la matière, volte-face permanent sur la lutte contre la délinquance et le retour à l'autorité, le projet macroniste n'apporte aucune solution. Au Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen, nous disons aujourd'hui à ceux qui ont signé cette pétition que la seule vraie campagne de destitution aura lieu à l'occasion des élections européennes, une destitution démocratique. Le 9 juin prochain, les Français auront l'occasion de mettre en échec le président de la République en votant aux élections européennes pour la liste de Jordan Bardella. Cette élection européenne sera, je leur dis à tous ces signataires, à tous ces pétitionnaires, sera la rampe de lancement de l'élection présidentielle, seul rendez-vous démocratique qui permettra la destitution démocratique du président Macron par les urnes, avec l'opportunité de rendre le pouvoir au peuple en portant, chers collègues, Marine Le Pen à l'Élysée. Monsieur Antoine Léaumont. Enfin, on parle de l'article 68 de la Constitution et de la destitution du président de la République à l'Assemblée nationale. Et je m'amuse parce qu'il y a 6 mois, je vous avais dit la chose suivante, faites attention parce que la pétition pour demander la destitution d'Emmanuel Macron est à 4818 signatures et donc que peut-être nous discuterons ici bientôt de la destitution du président lui-même. Je m'en amuse car en réalité cet article 68 de la Constitution est conçu comme un moyen de protéger le pouvoir du président de la République, puisque si nous l'activions, eh bien, cela passerait d'abord par le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, par le bureau de l'Assemblée nationale, où les macronistes sont largement majoritaires, eh bien, cet article 68 n'aurait aucune chance d'arriver jusque dans notre commission. Fort heureusement, des gens ont déposé une pétition pour que nous puissions en discuter, et j'en suis très content, car cela nous permet de parler du fait que notre Constitution est un peu exceptionnelle, vu qu'il y a un président de la République qui n'est responsable devant personne, sauf devant le peuple une fois tous les 5 ans. Nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de fonctionnement qui est celui qui existe en Russie ou en Turquie, des démocraties bien connues, et qui permet au président de la République d'avoir un pouvoir plus fort que le veto royal de Louis XVI, puisque le 49.3 peut s'appliquer de manière illimitée aux questions budgétaires, alors que le veto royal, lui, ne pouvait être appliqué aux questions budgétaires. Nous proposons, nous, une 6e République, avec un outil pour pouvoir destituer n'importe quel élu au cours de son mandat, le référendum d'initiative citoyenne révocatoire, permettant de dégager un élu dont on n'est pas satisfait, qu'il soit conseiller municipal, maire, conseiller départemental, conseiller régional, député, sénateur ou président de la République, enfin s'il reste des sénateurs dans la 6e République, puisque pour certains d'entre nous, nous sommes favorables à une seule chambre. S'il vous faut des raisons de destituer le président de la République, il n'a pas respecté la chose suivante, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et la voie du référendum, ce n'est pas ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites. Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. Assez compliqué entre 2 pages de pub, mais on va essayer d'y répondre. Ce qui interprète quand même, ce qu'il y a pas mal de choses à dire. On parle quand même d'une pétition qui parle de même pas 1% de la population française et une autre qui réunit même pas 0,1% de la population française. Donc on parle quand même de destituer le président de la République sur des fondements qui ne correspondent pas à la Constitution. En plus, ces pétitions font référence à la Constitution et rappellent que c'est la haute cour, donc le Parlement, qui peut statuer. Je rappelle à M. Léaumont que le Sénat n'est pas à la majorité du président de la République, il est dans l'opposition du président de la République. Je rappelle aussi que dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a une majorité, mais elle est relative, ce qui prouve que le peuple a pu s'exprimer à plusieurs reprises, non seulement lors de la présidentielle, et en plus de ça, pour les législatives. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes pour faire sauter n'importe quel élu quand on n'en est pas content. Continuons comme ça, la 5e République n'existera plus parce que vous proposez la 6e, mais au-delà de ça, on n'aura surtout personne qui voudra aller se présenter sur nos territoires ou ailleurs pour représenter le peuple. Donc on n'est plus sur une démocratie représentative, ce qui fait que, en fait, on n'est pas loin de la dictature. Et pour revenir à notre propos, pour contester ces 2 pétitions, ce qui nous importe le plus, c'est la démocratie représentative. Et le fait de taper en permanence cette démocratie représentative, c'est tout un système démocratique que nous faisons tomber. Vous n'êtes jamais du bon côté, et vous le démontrez encore ce matin, et je pense qu'on continuera à vous combattre, parce que vous êtes un danger pour la République. Monsieur Philippe Gosselin.
Et merci, Monsieur le Président. Écoutez, on reçoit régulièrement des pétitions, nous aussi, sur nos boîtes mail, nous appelant à destituer le Président de la République en mettant en avant son illégitimité. Bon, on voit bien un peu ce matin ce qui se passe dans cette séance. On a des relais assez importants de cette contestation démocratique, par après tout. Destituer le Président de la République, c'est remettre en cause le suffrage universel direct qui s'est exprimé pas plus tard que l'an dernier. Et c'est oublier qu'il y a des conditions juridiques très précises. Voilà, il ne s'agit pas de renverser le Président de la République et de le destituer parce qu'on n'a plus envie de le voir. Je comprends la haine de certains qui s'expriment d'ailleurs avec particulière force, mais le principe c'est de rappeler qu'il peut y avoir une intelligence avec l'ennemi, des incompétences. Voilà, il faut que ça soit manifestement incompatible. Ce qui est manifestement incompatible pour certains, c'est qu'il puisse y avoir une alternance démocratique, c'est qu'il puisse y avoir un choix démocratique et qu'on respecte les élus une fois qu'ils sont élus. La responsabilité politique, c'est de renvoyer éventuellement chez soi à la fin du mandat, parce qu'on a jugé que le bilan était décevant, les élus concernés, et non pas faire un gouvernement à secousses. Edgar Faure disait ça sous la 4e République, mais avec vous, c'est un peu un gouvernement à secousses. Donc ce que certains n'ont pas réussi à avoir par les urnes, ils espèrent l'avoir par cette force de la pétition. Mais vous avez rappelé, Madame la rapporteure, le faible nombre, en réalité, de pétitionnaires. Alors ce n'est pas ridicule, et je ne me permettrai pas de les renvoyer d'un revers de main. C'est une possibilité qui est offerte, et respectons-la. En revanche, nous serions irresponsables si nous ne respections pas les conditions. Et puis, en effet, sans faire la page de pub de certains, invitons nos concitoyens à aller voter régulièrement, à participer aux élections. C'est encore le meilleur moyen de vivifier notre démocratie plutôt que de passer par la voie des pétitions et de la commission des lois. À chacun d'être électeur. L'électorat vivifie la démocratie. Madame Blandine Brocard. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être plus sobre que certaines interventions. C'est assez simple, ce dont il est question. Ces pétitions se cantonnent à exhorter la destitution du Président de la République. Alors, il y en a qui peuvent toujours essayer de se faire plaisir et faire semblant d'y croire, mais au final, il n'y a aucun motif, et elles sont clairement à rebours des dispositions de l'article 68 de notre Constitution, et notre Constitution quand même qui protège tout à fait accessoirement, n'en déplaise encore une fois à certains, nos institutions et notre démocratie. Donc évidemment, on votera pour son classement. Monsieur Didier Lemaire. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Il nous est demandé d'examiner ce jour la pertinence que soit débattue de la destitution du Président de la République, comme le réclame cette pétition. Je sais que ceux dans cette salle qui accordent encore de la valeur à notre démocratie voteront pour le classement de cette pétition. Pour ceux qui hésiteraient, je me permettrai de leur rappeler quelques basiques constitutionnelles. L'article 6 de la Constitution dispose que le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'une fois tous les 5 ans, les Françaises et les Français sont appelés aux urnes pour désigner le candidat qu'ils souhaitent voir diriger le pays. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Ne vous en déplaise, c'est Emmanuel Macron que les Français ont élu en 2022. Fait majoritaire, abstention et j'en passe sont autant de raisons que vous soulevez depuis ce 24 avril 2022 pour pointer un manque de légitimité supposé. La vérité, c'est que certains ont perdu et qu'il est difficile pour eux de le digérer. Alors, plutôt que de se battre sur le terrain des idées, plutôt que d'aller convaincre les Françaises et les Français du bien fondé de leur projet, ils préfèrent la stratégie du chaos et la destitution du Président de la République. Mais raisonnons par l'absurde. Allons-y, destituons le Président. Et après, qu'allez-vous dire à la majorité des Françaises et des Français qui se sont déplacés dans les urnes pour voter pour lui ? Comment allez-vous pouvoir encore justifier que vous avez la démocratie et le respect de la volonté du peuple chevillés au corps ? Je crois qu'il est temps que nous cessions de perdre collectivement du temps. Attelons-nous plutôt à trouver des solutions pour le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens, pour leur sécurité et pour la transition écologique de notre pays. Le groupe Horizon votera à l'évidence pour le classement de cette pétition. Je vous remercie. Madame Marietta Karamanli. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, de manière plus globale, ces pétitions appellent plusieurs observations. Vous l'avez dit, elles sont signées par un nombre très faible de possibles électeurs, de 66 000 personnes à 6 500, soit 0,1% ou à 0,01% du corps électoral possible.
Et effectivement, ça questionne. Au-delà du caractère un peu polémique du libellé, elle pose aussi des questions sur la responsabilité politique du président de la République. Et effectivement, et au-delà de cette polémique, je pense que nous pensons, et nous l'avons déjà eu l'occasion ici dans cette commission, débattre précédemment et encore peut-être à l'avenir sur des possibles réformes constitutionnelles, sur le rôle que nous souhaitons voir aussi dans l'évolution du rôle du président, du rôle du Premier ministre et du rôle également du Parlement pour plus de parlementarisme. Et certes, il y a un déséquilibre accru depuis la crise sanitaire dans la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. Et au sein de l'exécutif, je dirais que les décisions parfois ne sont plus prises au niveau du gouvernement, instance collégiale, responsable devant la représentation nationale, mais par le président de la République. Et peut-être cette donc, pratique du pouvoir traduit en réalité aussi une perte du sens de l'action collective et de la personnalisation encore renforcée de la fonction présidentielle. Et plus grave serait cette pratique qui nous mène à une impasse un peu démocratique, alors que le président de la République exerce de facto toutes les responsabilités et il n'est responsable devant personne durant ce mandat. Pour autant, nous ne pouvons pas soutenir ce type de pétition. Je pense que c'est ici, au sein de la Commission et au sein de notre Parlement, que nous devons, à travers la réforme constitutionnelle, évoquer ces questions très, très importantes. Monsieur Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. J'irai dans le même sens que ma collègue Karamanli, c'est-à-dire que effectivement, ces pétitions ne respectent pas la forme de l'article 68 et donc je pense qu'elles sont irrecevables. Néanmoins, il faut comprendre pourquoi elles sont posées, pourquoi elles sont signées et il ne faut pas évacuer le sujet d'un revers de la main et dire la démocratie, comme je l'ai entendu tout à l'heure, la démocratie, c'est l'élection du président de la République une fois tous les 5 ans et puis après circuler, il n'y a rien à voir. J'ai entendu aussi Madame la rapporteure dire que le Parlement exerçait ses prérogatives de contrôle de l'action du gouvernement. Ça n'est pas exact. Je rappelle que le gouvernement n'a pas engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, contrairement à la Constitution, l'article 49 alinéa 1er. Et il y a en démocratie une question d'équilibre des pouvoirs. Et la question qui est posée derrière cette pétition, c'est pourquoi un président de la République qui aujourd'hui, en réalité, est chef de gouvernement, contrairement à l'esprit de la Constitution qui lui attribue un rôle à l'article 5 d'arbitre, pourquoi un chef de gouvernement n'est responsable devant personne pendant 5 ans. La Constitution de la Ve République attribue au chef de la majorité, au Premier ministre, la responsabilité, mais donc il y a une possibilité de renverser le Premier ministre. Mais il n'y a pas de possibilité de renverser le Président de la République. Et donc c'est un impensé de la Constitution, en tout cas, il y a eu une dérive dans la pratique qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est, à mon avis, complètement déséquilibré, inacceptable, et évidemment, il faut une réforme de la Constitution. J'invite tous les parlementaires à prendre conscience que le rôle du Parlement aujourd'hui est très largement insuffisant pour une démocratie libérale. Voilà, on n'est pas dans un système acceptable pour beaucoup de Françaises et de Français. Et quelque part, c'est un système qui est fragile. Si tout repose sur le président de la République, qu'il n'est pas responsable pendant 5 ans, je pense qu'en réalité, c'est la Constitution française qui est aujourd'hui fragilisée et il faut la revoir d'urgence. Merci. Madame Marie-France Leroux. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la multiplication des pétitions visant à destituer le président de la République doit nous interpeller. Pour le mandat d'Emmanuel Macron, 10 pétitions visent ou ont visé à recourir à la procédure prévue à l'article 68 de la Constitution, qui permet par l'adoption d'une proposition de loi en ce sens que le Parlement se constitue en haute cour pour se prononcer sur une telle destitution. Si la pétition présentée ici est destinée à juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée, elle ne précise pas le manquement au devoir manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat qu'aurait commis le président. Les demandes antérieures nous éclairent sur les défaillances dont l'accusent les signataires de ces pétitions.
La violation des libertés des Français constitue le cœur des griefs de nos compatriotes, adresse au président. Les interdictions de déplacement, les injonctions à respecter des couvre-feux inédits, les restrictions en tout genre auxquelles s'est adonné le gouvernement à l'occasion de la crise sanitaire ont terriblement affaibli la confiance des Français envers le chef de l'État. Cette fragilité n'est-elle pas en partie la cause d'une classe dirigeante dont Pierre Manant disait avec justesse qu'elle éprouvait pour le peuple un mépris aussi tranquille qu'implacable? Ces pétitions ne sont-elles pas au fond l'expression de l'exaspération des Français face à ce mépris? Les insuffisances du président de la République doivent-elles pour autant faire l'objet d'une telle procédure qui fragiliserait encore un peu plus nos institutions épuisées? Nous croyons encore que la construction d'une chose commune, qui est l'autorité légitime pour organiser la vie des citoyens dans la cité, est possible. Nous croyons encore que le peuple français veut construire un commun national et ne pas être livré à l'État post-national. C'est la raison pour laquelle nous préférons donner aux Français la possibilité de s'exprimer dans les urnes sur l'élection du candidat qu'ils auront choisi et qu'aux procédures de destitution, nous préférons la sanction claire du vote dans les urnes par le peuple. Je vous remercie. Madame Edwige Diaz. Merci, Monsieur le Président. La destitution du président de la République est une procédure très compliquée à mettre en place. Quoi qu'on puisse lire, notamment sur les réseaux sociaux, son application est quasiment impossible d'un point de vue constitutionnel et de surcroît au regard de la composition actuelle du Parlement. Toutefois, la persistance des demandes de destitution du président traduit un malaise profond. En effet, comment ne pas comprendre l'exaspération des Français quand ils entendent des propos provocateurs, méprisants, voire injurieux à leur égard? Personne n'a oublié les petites phrases relatives aux entreprises non essentielles, les expressions telles qu'emmerder les non-vaccinés, traverser la rue pour trouver un travail, travailler pour se payer un costard, les illettrés de Gade, ceux qui ne sont rien, les Gaulois réfractaires ou encore les feignants ou les cyniques. La colère est donc légitime, mais plutôt que de faire croire qu'il existe une solution magique pour destituer un président de la République, certes particulièrement impopulaire, mais pourtant régulièrement réélu il y a peu, nous, au Rassemblement national, nous ne voulons pas donner de faux espoirs aux Français, même si, comme eux, les dernières années de présidence Macron vont nous sembler très longues. Ainsi, face à ce constat, le meilleur moyen pour les Français de reprendre leur destin en main consiste à se saisir de leur bulletin de vote et prochainement, ils pourront à la fois sanctionner Macron et en plus préparer l'après-Macron. Cette opportunité, ils l'auront le 9 juin prochain en votant pour Jordan Bardella à l'occasion des élections européennes. Alors, juste avant de passer la parole à Monsieur Rambaud, on a compris, mais c'est pas un meeting politique, d'accord? Et en plus, c'est Monsieur Macron, d'accord? Monsieur le Président de la République ou Monsieur Macron. Et donc Monsieur Stéphane Rambaud pour conclure cette salle d'intervention. Merci Monsieur le Président et merci Madame la rapporteure pour l'exposé que vous avez fait. Je le dis sans détour, le simple fait d'envisager la destitution du Président de la République me pose problème. Il incarne la continuité de l'État. Il est l'arbitre de la Constitution, le garant de l'équilibre des pouvoirs, celui qui maintient la stabilité de l'État. Je suis un républicain, un démocrate. À ce titre, je me réjouis que l'article 68 de la Constitution institue des garde-fous pour encadrer un éventuel processus de destitution. La multiplication de ces pétitions réclamant la destitution du chef de l'État est certes symptomatique d'un véritable malaise dans la population, comme cela vient d'être dit, face à une politique brutale conduite par l'actuel locataire de l'Élysée. Il n'en reste pas moins que l'article 68 de la Constitution, qui permet la constitution du Parlement en haute cour de justice, pose des règles très précises et claires, exposées par Madame la rapporteure tout à l'heure. À l'évidence, les signataires de ces pétitions ne connaissent absolument pas le cadre d'application de l'article 68 de la Constitution. On peut être opposé à la politique conduite par le Premier ministre sous l'impulsion du chef de l'État, et en tant que député de l'opposition, c'est quelque chose que je conçois très bien, mais une différence d'opinion politique sur les mesures à conduire pour la France ne constitue absolument pas un manquement incompatible à l'exercice du mandat de président. Si tel était le cas, nous changerions de président très régulièrement et la France deviendrait ingouvernable. C'est pourquoi le groupe Rassemblement national demande que ces pétitions puissent être classées. Et donc, enfin, Monsieur Jean-François Coulombe. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure.
Alors, on voit bien que la discussion autour de cet article 68 est l'une de la question de notre Constitution elle-même, qui prévoit finalement qu'un homme providentiel, un seul, s'impose à une majorité de Français, dont d'ailleurs, à l'intérieur de cette majorité, une majorité n'ont pas voté pour lui. Donc, vous trouvez qu'il y a une légitimité à ce que cet homme providentiel puisse imposer sa propre politique, en l'occurrence ici, en ce moment ultralibéral, à tout un peuple qui n'a pas voté pour lui. Cet homme providentiel impose à tout un pays ses caprices, ses turpitudes, et vous trouvez que c'est normal, y compris le Rassemblement national, dont on sent bien que cette construction qu'est la Ve République lui convient parfaitement et qu'il n'y changera rien demain si, par malheur, il arrivait au pouvoir. De plus, vous vous satisfaisez de cet aspect démocratique qu'un homme puisse avoir le suffrage du peuple pour pouvoir exercer sa politique. En réalité, vous voyez bien que le peu de pouvoir qu'il nous reste à nous, députés, ici présents, eh bien, il se réduit à subir une avalanche de 49.3 qui mettent complètement à zéro tout le travail que vous produisez, y compris députés de la majorité. Et finalement, je ne comprends pas que vous acceptiez sans ciller comme ça l'humiliation qui est faite à votre travail et à la représentation, vous, légitime, puisque issue du suffrage universel, que vous impose tous ces 49.3. Donc vous comprenez que nous sommes pour cette 6e République. Il faut changer de règle, on ne peut pas conserver une Constitution qui a 65 ans, vous êtes pour la retraite à 64 ans, eh bien 65 ans, c'est un âge auquel il faut mettre cette 5e République à la retraite. Elle n'est plus adaptée au monde dans lequel nous vivons, elle n'est plus adaptée aux enjeux que nous avons, et c'est pourquoi nous proposerons de constituer une nouvelle 6e République avec des nouvelles règles. Bien, Madame la rapporteure, vos réponses à ces observations, et ensuite on passera au vote pour les 2 pétitions visées. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. J'entends quand même et j'apprécie le fait que tous ici, excepté le groupe LFI, sommes attachés, plus qu'attachés à notre Constitution, à la protection de nos institutions et à la protection de notre démocratie. Alors, pour ce qui concerne vos observations, Monsieur Léaumont et Monsieur Couleuvre, pardon, excusez-moi. Là n'était pas mon propos. Vous l'avez compris. Non, vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Je vais rappeler quelques chiffres parce que j'ai l'impression que vous avez envie de refaire vite, enfin, d'amener votre leader au pouvoir, mais ça ne se passe pas comme ça, en fait, en démocratie. Alors, je vais vous rappeler quand même quelques chiffres. Je vais vous rappeler quelques chiffres par rapport au nombre de signataires de ces pétitions, puisque je l'ai rappelé, 66 000 signataires, qui ne sont pas forcément électeurs, d'ailleurs, d'un côté, 6 000 de l'autre, et puis je vais les comparer à d'autres chiffres. Les chiffres qui ont porté Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je ne vais même pas prendre le deuxième tour, je vais prendre le premier tour des élections présidentielles. Au premier tour, M. Emmanuel Macron l'a emporté en 2017 avec 8 657 326 voix. Au deuxième en 2022, 9 785 578 voix. Alors j'entends que ces chiffres ne peuvent ne pas vous convenir et peuvent vous donner l'impression que vous seriez en échec, ce qui est le cas malheureusement. Et si Monsieur Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas emporté, eh bien vous devez accepter les résultats des urnes. Alors plus précisément, je vous rappelle, Monsieur Léaumont, que bien non, ça n'est pas seulement l'Assemblée nationale qui décide de la destitution de notre président de la République dans notre Constitution, mais que le Sénat décide également, et les deux à la majorité des 2 tiers. Alors j'entends votre demande de révolution permanente, mais pardon, elle n'est absolument pas d'actualité, et il serait temps d'accepter les résultats des urnes que je viens
viens d'indiquer tout à l'heure. Et puis également pour vous répondre à Monsieur Yordanov, vous parlez de fragilité, mais moi je crois que c'est le contraire en fait. Je crois qu'on est dans un système de stabilité totale. Je vous rappelle que notre constitution de la Ve République est la constitution qui a battu le record de longévité, à part la Troisième République, mais il y avait eu la guerre de 14 et vous savez qu'on ne peut pas modifier la constitution pendant un état de guerre. Donc record de longévité qui garantit justement la stabilité de ces institutions, y compris lorsque nous traversons de grandes crises. Alors ça va de la guerre d'Algérie aux attentats qu'on a malheureusement connus sur notre sol, aux gilets jaunes, au Covid, à la guerre en Ukraine, etc. Et j'en passe. Et malgré tout, nos institutions tiennent. Et moi, je m'étonne qu'on puisse encore vouloir remettre en cause les dites institutions et notre Constitution, eu égard à ces faits parfaitement établis. Ensuite, sur l'intervention de Monsieur Ménager, je vous rappelle qu'on n'est pas ici en campagne ni présidentielle ni européenne, et je pense que ça n'est absolument pas lieu. Alors j'entends votre espoir, j'entends votre espoir, mais malheureusement j'ai bien peur qu'il soit déçu. En tout cas, le résultat des urnes auquel nous nous plierons, bien entendu, en tant que démocrates, nous le dirons. Et je pense que globalement, j'ai répondu à l'ensemble. Voilà, la critique est possible et la critique, les oppositions sont toujours entendables et c'est heureux parce que nous sommes une belle démocratie. Nous vous entendons opposition très souvent. Vous avez l'occasion de vous exprimer. Je pense que vous pouvez le reconnaître aisément, mais c'est aussi grâce à notre Constitution et je suis heureux qu'elle puisse s'appliquer encore très longtemps. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci. Alors, je vais vous soumettre aux voix l'approbation de l'avis de la rapporteure de classer pour la première pétition, celle intitulée « Pour juger de la destitution de l'occupant de l'Élysée ». Qui vote pour la décision de classement? Qui vote contre? La pétition est donc classée. Pour la deuxième pétition, intitulée « Destitution du président de la République française, Emmanuel Macron », qui vote pour la décision de classement? Qui vote contre? Elle est donc classée. Et nous en venons à la dernière pétition, intitulée « Soutenez la nouvelle pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne constituant, amendée après passage en commission ». Madame la rapporteure, vous avez la parole pour présenter ce texte. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, la pétition numéro 1559, qui a recueilli celle-ci un peu plus de 7000 signatures, propose de nouveau la création d'un référendum d'initiative citoyenne en matière de révision constitutionnelle en modifiant l'article 89 de la Constitution relative à la procédure de révision. La procédure de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne serait d'abord soumise à un contrôle de recevabilité assuré par le Conseil constitutionnel. Si elle était recevable et soutenue par 700 000 citoyens, elle devrait alors être obligatoirement soumise à référendum. La pétition demande également la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution, alors que les révisions constitutionnelles initiées par le président de la République ou les parlementaires ne puissent plus être approuvées par la voie du Congrès, mais seulement par la voie du référendum, s'inspirant ainsi de la pratique d'autres pays comme la Suisse ou l'Irlande. Actuellement, en application de l'article 89 de la Constitution, l'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Après un vote du projet de révision par les deux chambres en termes identiques, le président peut décider de le soumettre soit au référendum, soit au Parlement réuni en congrès. Dans ce dernier cas, le projet est approuvé s'il réunit les 3/5 des suffrages exprimés. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la Constitution de la Ve République a été révisée 24 fois.
Sur ces 24 révisions constitutionnelles, 2 ont été approuvées par la voie du référendum. D'abord, en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel dans le cadre d'une révision effectuée par un référendum dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Puis, en 2000, c'est aussi par référendum qu'a été décidée la réduction de 7 à 5 ans de la durée du mandat présidentiel par le biais de la procédure de révision prévue par l'article 89 de la Constitution, c'est-à-dire après l'adoption du texte de la révision par les 2 assemblées. La révision de l'article 89, promue par la pétition, viserait à renforcer la participation directe des citoyens, mais elle poserait plusieurs difficultés très sérieuses. Tout d'abord, le Parlement serait totalement exclu du processus de révision de la Constitution, puisque toute révision constitutionnelle ne serait approuvée que par les citoyens et non par le Congrès. Aucune distinction ne serait faite selon que l'initiative est d'origine présidentielle ou d'origine parlementaire. Or, on se priverait alors d'une voie utile pour réviser la Constitution qui peut être en pratique plus adaptée lorsque la révision ne porte que sur des sujets techniques ou ciblés. Car contrairement à ce qu'affirme la pétition, la plupart des révisions constitutionnelles avaient une dimension essentiellement technique ou juridiquement complexe, ou encore étaient justifiées par la nécessité d'éviter toute contradiction entre le texte de notre Constitution et des traités ou engagements internationaux. Il en va ainsi, par exemple, de la révision constitutionnelle de 2007 relative à la responsabilité du chef de l'État afin de clarifier les interprétations du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, ou encore de la révision de 1999 relative au statut de la Cour pénale internationale, par exemple. La pétition cite en exemple le modèle de révision constitutionnelle suisse. Je vous rappelle néanmoins que dans ce pays, une initiative citoyenne de révision constitutionnelle doit faire intervenir le Parlement fédéral pour approuver le vœu formulé, pour traduire le vœu formulé en vue d'une intégration dans la Constitution, ou encore pour formuler une contre-proposition. Le Parlement suisse n'est donc pas exclu du processus. Au contraire, le modèle proposé par la pétition aboutirait, en excluant totalement notre Parlement du processus de révision constitutionnelle, à affaiblir notre démocratie représentative. Ensuite, la pétition propose un contrôle de l'objet de la révision constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, lequel devrait statuer dans un délai de 20 jours, je cite, à l'issue duquel la proposition est considérée comme valide. On peut ici mesurer, d'après moi, la dangerosité d'une telle proposition. Si le juge constitutionnel ne se prononçait pas dans un délai qui, au demeurant, serait très, très court, 20 jours, alors l'initiative serait supposée recevable, quand bien même elle soulèverait des difficultés juridiques majeures, par exemple en portant atteinte à des droits fondamentaux, par ailleurs reconnus dans notre Constitution. En outre, aucun nombre minimal de signatures n'étant requis pour saisir le Conseil constitutionnel de la recevabilité juridique d'une telle initiative, notre juridiction suprême serait sans cesse saisie d'initiatives individuelles dont certaines pourraient être peu sérieuses ou ne recueillir par la suite presque aucune signature. Par ailleurs, je l'ai dit, un référendum ne pourrait être organisé qu'après recueil de 700 000 signatures. Ce seuil serait très faible en comparaison avec le référendum d'initiative partagée prévu à l'article 11 de la Constitution, qui suppose le soutien d'un dixième du corps électoral, soit quasiment 5 millions de citoyens. Il semble dès lors incohérent d'avoir un seuil élevé pour l'adoption d'une loi ordinaire, mais un seuil faible pour l'adoption d'une loi constitutionnelle. Vous comprenez qu'un tel seuil risquerait d'engendrer une grande instabilité du texte constitutionnel et de mettre en péril la solidité de nos institutions auxquelles nous sommes tous très attachés. Au contraire, toute modification de notre norme suprême doit être mûrement réfléchie. Enfin, la révision de l'article 89 que promeut cette pétition préciserait qu'aucune révision ne peut restreindre les droits civils et politiques. On peut s'étonner que la pétition ne mentionne pas ici les droits économiques et sociaux ayant valeur constitutionnelle.
Bien que la restriction proposée résulte d'une louable intention, elle aurait de toute façon une portée limitée. En effet, le pouvoir constituant dérivé conserverait tout de même la possibilité de remettre en cause ses limites en révisant le texte de l'article 89 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs précisé dans une décision du 2 septembre 1992 que le pouvoir constituant peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle et peut également introduire des dispositions nouvelles dérogeant à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. La stabilité de nos institutions requiert que toute modification de la Constitution soit faite avec parcimonie et soit pleinement mesurée. Le système proposé par cette pétition n'est pas convaincant et nous éloignerait beaucoup de cet objectif. Pour toutes ces raisons, je vous propose, Monsieur le Président, mes chers collègues, de classer également cette pétition. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question de la révision constitutionnelle est importante. Le dispositif qui est proposé ne nous convient pas tout à fait, dans la mesure où effectivement il supprime l'alinéa 3 de l'article 89 et donc l'approbation par le Parlement réuni en congrès. Mais je pense que le débat est inoffensif, il est même nécessaire. Et donc nous serons favorables à ce que cette pétition suive son cours. Et il nous semble que dans la situation actuelle, il y a un déséquilibre entre le Parlement et le Président de la République, parce que l'initiative aujourd'hui du référendum, elle est uniquement aux mains du Président de la République. Pourquoi cette dissymétrie ? Pourquoi écarter d'emblée l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle ? On peut être d'accord sur le fait que le délai aujourd'hui qui est proposé est problématique. On peut être d'accord pour dire qu'il faut encadrer un peu plus le processus. Mais enfin, dans les pays où il y a des référendums d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, il y a une stabilité juridique, l'État ne s'écroule pas, enfin voilà. Et donc je pense que le débat mérite d'aller à son terme et donc nous serons favorables à ce que cette pétition prospère. Merci. Merci, Monsieur Philippe Pradal. Merci, Monsieur le Président. Cette pétition donc, nous propose de procéder à une réforme d'ampleur de l'article 89 de la Constitution, et toute réforme constitutionnelle doit être abordée avec beaucoup de prudence. Nous souscrivons complètement aux propos de Madame la rapporteure, tant dans son analyse juridique que dans les dimensions politiques. Et même si il convient de relever que le modèle actuel de notre démocratie représentative souffre, la participation aux élections, notamment nationales, et le souhait de participer de plus en plus des citoyens au débat public le démontrent. Pour autant, nous ne croyons pas qu'opposer la démocratie représentative et la démocratie directe, aboutissant quasiment à une opposition des souverainetés, soit la bonne méthode pour y arriver. La réflexion doit être plus large et peut-être faut-il s'inspirer de la démocratie locale où le pouvoir de décision n'appartient pas à l'électeur, et pour autant, dans les élections locales, les électeurs continuent à aller en nombre, en tout cas en nombre sensiblement plus nombreux qu'aux élections nationales, participer au scrutin, ce qui démontre qu'il y a peut-être d'autres pistes, une réflexion plus globale à avoir que le seul prisme de la réforme constitutionnelle, avec tous les défauts qui ont été relevés par Madame la rapporteure. Nous serons donc en faveur du classement, et je citerai Alexis de Tocqueville qui rappelle régulièrement: les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même. Et j'aurais utilisé au maximum le pouvoir que nous donnait François Mitterrand en disant: la démocratie, c'est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises. Madame Mariette Caramanli. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, on est favorable à l'extension du domaine et aux conditions du recours au référendum. Et ce recours suscite parfois seulement des interrogations. En posant une question ou en demandant justement d'y répondre par un oui ou un non, le pouvoir peut aussi être tenté de poser une question avec une réponse déjà faite. Alors, par exemple, faut-il encadrer la liberté sur les réseaux sociaux pour protéger nos concitoyens des fausses nouvelles ? Vous voyez, c'est un exemple qui montre bien que les deux peuvent la réponse est déjà dans la question posée. Il nous faut en tout cas on est favorable à donner plus de place à l'initiative populaire.
Je note que la mise en place d'un référendum d'initiative, organisé à l'initiative d'un 5e du membre du Parlement et un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales, avait été envisagé dès 1993. Cependant, cet élargissement devait être accompagné de l'introduction d'un contrôle préventif de la constitutionnalité du projet de loi référendaire. Et ce contrôle, selon les termes de l'époque, permettrait d'éviter que, par le biais des consultations référendaires provoquées dans un moment de trouble ou de violente émotion, peu propice à la réflexion, des données institutionnelles fondamentales ou des libertés ou droits essentiels ne soient mis en cause. Et ça, il faut l'avoir toujours présent dans notre esprit quand il s'agit d'aborder un sujet par voie référendaire. Donc un autre système aussi envisagé serait donc de réinterroger le peuple, justement, dans un délai raisonnable pour valider le premier référendum. Donc c'est effectivement l'initiative populaire fait partie de la démocratie. Il y a aussi un encadrement qu'il faut avoir pour pouvoir permettre cette expression. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénient de faire poursuivre cette pétition. Cependant, nous devons aussi s'interroger de manière concrète, y compris avec le gouvernement et le président, sur la suite, sur les évolutions nécessaires à donner dans notre Constitution pour pouvoir permettre l'expression populaire. Madame Blandine Broca. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe est évidemment particulièrement sensible à toute réflexion portant sur le renouveau de nos institutions, à tout ce qui permettrait de revitaliser notre démocratie. Et pour autant, celles-ci doivent être accompagnées de garanties constitutionnelles suffisantes et s'inscrire dans une réflexion globale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Alors, nombreux sont les effets de bord que vous avez identifiés, Madame la rapporteure, et que nous partageons. Si on prend l'exemple de ce fameux modèle suisse qui est évoqué dans la pétition, il peut être tout à fait inspirant, mais même chez nos voisins suisses, eh bien, la représentation nationale demeure bien présente dans le processus de révision constitutionnelle. Et je crois important ici de rappeler qu'en tout état de cause, notre Assemblée est la représentation nationale, et cela à l'issue d'un suffrage universel direct et ainsi pleinement démocratique. Donc les modulations grevant cette nouvelle pétition ne nous ayant pas convaincus, nous voterons à nouveau pour son classement. Monsieur Jean-François Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Le droit de modifier la Constitution est un droit constitutionnel, consacré par le préambule de cette même Constitution de 58. Néanmoins, au regard de sa rédaction actuelle, l'article 89 de cette Constitution, permettant ce droit de révision, ne laisse pas de place à l'exercice de la souveraineté populaire, puisqu'elle en réduit l'initiative à 2 corps seulement, celui de l'exécutif, président de la République et gouvernement, et celui des parlementaires. Et cette restriction, elle prive l'initiative populaire de sa parfaite légitimité. Pire encore, lorsque l'initiative provient de l'exécutif, l'alinéa 3 de l'article permet de contourner le référendum en le remplaçant par un vote du Parlement. Et c'est ce fameux contournement que vous avez évoqué qui a été appliqué 22 fois sur les 24 dernières modifications de la Constitution depuis 1958. On voit donc que ce texte a été totalement détourné de la possibilité de l'expression de la souveraineté populaire, et c'est donc pour cela qu'un grand nombre de citoyens veulent lui redonner son essence initiale à travers l'objet de cette présente et nouvelle pétition, qui entend rendre possible une proposition de révision à l'initiative du peuple, et non seulement à l'exécutif et aux parlementaires, et supprimer la possibilité pour le président de la République de se passer du référendum à l'issue des débats entre les 2 assemblées au cours du projet de révision. Non seulement nous soutenons cette pétition populaire, mais en plus nous la soutiendrons législativement par le dépôt prochain d'une nouvelle proposition de loi constitutionnelle qui consacrera ces 2 possibilités et qui fera réellement progresser notre Constitution et la démocratie, contrairement aux récentes intentions subversives du monarque présidentiel en matière de modification de notre Constitution. Et j'ajoute que nous prendrons, bien évidemment, nous tiendrons compte également de certaines de vos remarques qui sont justifiées par rapport à l'application d'un tel dispositif qui sera régi également par la complémentarité d'une loi organique qui viendra en fixer les modes d'application. Madame Edwige Diaz.
Merci, Monsieur le Président. La pétition ici renvoyée auprès de la Commission des lois a pour objet le soutien au référendum d'initiative citoyenne constituant. Les députés du groupe Rassemblement national ne sont pas favorables à cette initiative. En proposant ce RIC constituant, les auteurs de cette pétition se font les porte-voix d'une France insoumise ayant fait du passage à la 6e République son cheval de bataille depuis plusieurs années. En permettant de modifier à outrance la Constitution, clé de voûte des institutions de la République, nous prenons le risque d'une instabilité préjudiciable à notre régime politique. En revanche, le Rassemblement national est très largement favorable à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Au-delà d'être l'une des demandes constantes et légitimes des Gilets jaunes, le RIC constituerait un outil de démocratie salvateur pour la juste expression des opinions du plus grand nombre. Saisis par 500 000 citoyens et sans nécessité de passage par le Parlement, les citoyens disposeront avec le RIC d'un moyen concret pour contraindre l'organisation de grandes consultations nationales sur des sujets d'ampleur, qu'il s'agisse d'immigration, de sujets de société ou encore de pouvoir d'achat. Face au spectre d'une abstention grandissante et face à l'inefficacité et à la quasi-inapplicabilité de l'actuel référendum d'initiative partagée, modifier en profondeur notre vision de la participation des citoyens au débat est primordial, sans pour autant remettre en cause la Constitution. À n'en pas douter, cette modification serait soutenue par les Français puisque 77% d'entre eux se déclarent en faveur de l'instauration du RIC. Nous en appelons ainsi à la raison des autres groupes politiques. N'ayez pas peur du peuple, écoutez-le en soutenant la proposition de Marine Le Pen visant à instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. La commission des lois est devenue une commission de publicité pour les partis politiques. C'est assez hallucinant. Juste une petite question de mémoire. Je crois qu'il y a moins de 6 mois, on a vu une pétition similaire. Se repose la même question que tout à l'heure concernant la Bravem. Est-ce qu'on doit revoir tous les 6 mois les mêmes pétitions, sachant qu'on les classe et que ça ne fonctionne pas? Un petit rappel historique aussi. Le 17 novembre 2022, la commission des lois a rejeté une proposition de loi constitutionnelle du groupe LFI, prévoyant l'abaissement des seuils pour enclencher un référendum d'initiative partagée. Le 30 novembre 2019, une proposition de loi constitutionnelle du groupe LFI, prévoyant quant à elle la création d'un référendum d'initiative partagée, avait elle aussi été rejetée par la commission des lois. Je rappelle aussi que la révision de l'article 89C proposée exclut totalement le Parlement, et c'est quand même assez particulier et inquiétant de voir des parlementaires dire qu'ils veulent absolument contourner le Parlement pour pouvoir donner la parole au peuple sans aucun garde-fou. Donc ça pose des questions sur ce qu'est l'Assemblée nationale, qui est le cœur battant de la démocratie et qui est une démocratie représentative. Le contourner démontre une seule chose, c'est une envie d'anarchie. Prévoir un référendum à la seule initiative des citoyens, sans impliquer ces garde-fous qui sont le Parlement et la Constitution, est une dérive totale pour la démocratie. Certes, la démocratie n'est pas parfaite et elle est perfectible. Certes, on doit faire des propositions. D'ailleurs, je crois que suite aux rencontres de Saint-Denis de tous les partis politiques autour de la Première ministre et du Président de la République, qui doivent se réunir, si je ne me trompe pas, à la fin du mois, il y a un débat sur justement le RIP pour faire évoluer et changer la Constitution. Donc ça prouve bien que tout le monde en est conscient, mais ne pas avoir de garde-fou, c'est un risque total de faire tomber la démocratie et de finir en dictature. Et enfin, monsieur Antoine Léaumont. Je crois que les masques tombent, parce que si vous avez peur du fait que le peuple puisse réformer sa constitution, c'est que vous avez peur du peuple lui-même. D'ailleurs, monsieur Mendes, vous avez été clair, vous parlez de garde-fou. Ça veut dire que vous considérez que le peuple est fou? Enfin, ça n'est pas entendable. L'article 3 de notre actuelle constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». D'accord? Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est le souverain dans notre pays. Et vous savez que je suis amateur d'histoire, donc je suis remonté, comme je le fais souvent, sur la constitution de la première république de notre pays, celle de 1793. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'époque disait à son article 25 un peu la même chose que notre constitution actuelle. La souveraineté réside dans le peuple. Et puis il y avait l'article 28, que celui-là me plaît de manière absolument fantastique. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je trouve ça absolument magnifique. Quand on a fait la constitution de 1958, qui a été sanctionnée par la légitimité d'un référendum, c'était il y a 65 ans. Ma génération, votre génération d'ailleurs aussi, monsieur Mendes, n'a rien eu à dire sur cette constitution. Depuis, vous l'avez dit, elle a été réformée 24 fois par des voies diverses et variées. Et le peuple
sur cette partie-là n'a eu son mot à dire que 2 fois par référendum. Eh bien, nous considérons, nous, qu'il est venu le temps désormais que le peuple puisse s'exprimer de nouveau sur ses institutions et sur sa constitution. Parce que nous pensons que c'est utile. Vous allez me répondre que c'était ce qui était proposé dans l'élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon et que Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné l'élection présidentielle. C'est exact, mais il a fait 8 millions de voix. 8 millions de personnes aspirent au fait que nous puissions changer notre constitution. Et cette aspiration grandit à mesure que vous utilisez des outils autoritaires de la Ve République comme le 49.3. Le temps du changement de notre constitution viendra, que vous le voulez ou non, car il est temps que le peuple revoie ses institutions. Madame la rapporteure pour vos réponses et avant le vote. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais commencer par la fin. Monsieur Léaumont, vous comparez 8 millions de personnes qui ont déposé une urne pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour aux 7000 signatures. 7000 signataires de cette pétition. Je pense que la comparaison n'est pas raison. Et vous parlez de l'article 3, juste titre de la Constitution, mais vous oubliez une partie de ce qui est cité dans la Constitution, puisque je vous rappelle qu'effectivement, l'article 3 dispose la souveraineté nationale appartient au peuple, mais il y a une suite qu'il exerce par ses représentants et par la voie, effectivement, de ces référendums. Donc, qu'il exerce par ses représentants. Aucune... Et pardon, je vais poursuivre, si vous permettez. Aucune... on poursuit. Vous aimez les textes, vous aimez la Constitution, apparemment, et vous aimez apparemment aussi, voilà, aller dans les facultés pour prêcher la bonne parole. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et là, nous sommes en plein dans le suffrage universel, c'est-à-dire le vote du peuple qui s'exprime par sa voix. Donc, je pense qu'il est... alors, évidemment que le référendum, et d'ailleurs, et certains collègues l'ont dit, le référendum local existe aujourd'hui, il est très pratiqué dans vraiment beaucoup de communes de France. À Paris, récemment, on a même eu un référendum pour les trottinettes, mais il n'en reste pas moins que cette nécessité de tout changer sans passer par nos institutions et surtout en indiquant que une seule partie, très faible partie du corps électoral pourrait tout changer, ne me semble pas conforme à la démocratie représentative qui nous est précieuse, d'autant que vous l'avez, je l'ai rappelé tout à l'heure, que nous sommes dans une proposition qui exclut totalement l'intervention du Parlement, et le citoyen qui s'exprime par son vote élit cette élection entraîne sur les élections législatives le vote de députés que nous sommes qui siègent au nom du peuple français. Donc, pour répondre et puis pour poursuivre sur ce qu'a dit M. Yordanov, vous convenez d'ailleurs que alors j'entends que peut-être vous ne voterez pas enfin vous voterez plutôt le classement de cette pétition parce que vous convenez qu'il n'y a absolument pas à supprimer l'intervention du Parlement. Donc ça, je l'ai entendu et donc je suis d'accord avec vous. Mais vous rappelez aussi qu'il y aurait une prédominance du président de la République dans nos institutions. Pardon, je vous contredis, il n'y a pas de prédominance du président de la République. Il y a un Parlement, il y a un Sénat, et le Parlement et le Sénat, et notamment le Parlement, l'Assemblée nationale que nous sommes, représente le peuple, représente la nation, représente les citoyens qui s'expriment. Cette démocratie participative permet justement aux représentants du peuple, que le peuple a élus et que nous sommes,
de prendre des décisions, et aux oppositions que vous êtes, de prendre et de proposer d'autres décisions qui parfois sont même adoptées, et laisser cette démocratie participative permet aussi de laisser le soin de dire aux élections suivantes s'il faut éliminer ceux qui ont été élus par le peuple, s'il faut changer ou si il faut poursuivre. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble que ce référendum doit être usité, oui, bien sûr, mais toujours avec parcimonie, pour permettre une stabilité nécessaire de nos institutions. Et puis pour poursuivre et presque terminer sur l'intervention de M. Coulombe, donc M. Coulombe, je dis bien, je pense que c'est totalement abusif de parler, de qualifier le vote du Parlement, du seul Parlement, d'un détournement. J'avoue que je suis assez heurtée, puisque, je vais me répéter, mais nous sommes la voix du peuple. Le peuple, ça n'est pas vos seuls électeurs, en fait. Le peuple, c'est celui qui a élu une majorité présidentielle que nous représentons et qui a élu un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc en fait, c'est le contraire d'un détournement. C'est la possibilité au peuple de s'exprimer comme il l'a fait. Et encore une fois, à vous de l'accepter. Et enfin, pour terminer sur l'intervention de Madame Karamanli, oui, la démocratie locale existe et c'est tant mieux. Et le référendum local existe et comme je l'ai dit tout à l'heure, exercé à de nombreuses reprises et c'est tant mieux. Mais je continue à dire en revanche que le référendum qui peut toucher notamment à notre Constitution doit s'exercer avec une grande parcimonie. Voilà, et je dis au RN que nous ne sommes pas ici dans un lieu où une campagne, quelle qu'elle soit, doit s'effectuer. Donc je pense que c'est un peu déplacé. Voilà, Monsieur le Président. Bien, nous allons pouvoir procéder au vote. Approuvez-vous, chers collègues, l'avis de la rapporteure de classer cette pétition? Qui vote pour le classement? Qui vote contre? Et donc la pétition est classée. On va suspendre une minute pour convoquer la réunion de l'article 88 sur la proposition de loi qui est dans la niche de demain. Madame Masson, vous me rejoignez? Merci Madame la rapporteure pour votre travail. Je vous remercie, merci à tous et merci d'autant plus que ce n'était pas ma première intervention.